Vietnam redouble d'efforts pour figurer dans le top 3 de l'Asie du Sud-Est en matière de recherche et de développement de technologies numériques d'ici 2030. La résolution 57 est considérée comme une percée révolutionnaire pour éliminer les lacunes et motiver les contributions des scientifiques vietnamiens d'outre-mer. Passionnés par l'histoire et la culture, de nombreux jeunes Vietnamiens ont fait revivre l'art de l'archerie équestre à travers des performances et des entraînements. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue au Journal francophone. À l'occasion du 75e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la Chine et le Vietnam, le 18 janvier, le secrétaire général To Lâm a eu cet après-midi un entretien téléphonique avec le secrétaire général et président de Chine, Xi Jinping. Les deux dirigeants ont hautement apprécié l'importance des relations vietnamo-chinoises. À cette occasion, To Lâm et Xi Jinping ont annoncé le lancement de l'année des échanges humains Vietnam-Chine, événement qui démontre un grand respect et les principales priorités de chaque partie pour les relations bilatérales. Le ministère de l'Information et de la Communication a organisé aujourd'hui à Hanoï le 6e Forum national sur le développement des entreprises de technologie numérique du Vietnam. S'exprimant lors du forum, le secrétaire général To Lâm a salué la contribution et le rôle des entreprises numériques vietnamiennes, soulignant les limites à surmonter pour assurer le développement de la technologie numérique et des entreprises dans ce secteur. Il est nécessaire de renforcer les politiques visant à attirer les talents dans les hautes technologies et à créer un environnement de travail attrayant pour soutenir la recherche scientifique et l'innovation. Le leader du PCV a également demandé de former et de développer progressivement des domaines économiques numériques tels que le gouvernement numérique, l'économie numérique et la société numérique. La première réunion du comité de pilotage pour la construction de la centrale nucléaire s'est tenue aujourd'hui à Hanoï, sous l'égide du Premier ministre Phạm Minh Chính, qui est également président du dit comité. Le chef du gouvernement a souligné l'importance de mettre en œuvre les travaux de centrales nucléaires pour aider à répondre à la demande nationale en énergie propre, notamment dans le but d'une augmentation de la production électrique de 15 à 18%. Le Premier ministre a précisé l'objectif d'achever la construction de la centrale nucléaire de Ninh Thuận dans un délai de 5 ans en établissant le calendrier et les travaux à réaliser chaque année afin qu'en 2030, année où le parti fêtera le centenaire de sa fondation, le pays dispose d'une telle installation. Le chef du gouvernement a ordonné la création d'une organisation spécialisée et professionnelle pour mettre en œuvre ce projet de centrale nucléaire et préparer les projets futurs. Et dans la même journée, le Premier ministre Phạm Minh Chính et son homologue russe Mikhail Mishustin ont coprésidé à Hanoï un dialogue de haut niveau entre les entreprises des deux pays. Ce dialogue est placé sur le thème développement durable du commerce, de l'investissement, de l'énergie et du transport. Les deux premiers ministres ont répondu directement aux questions des entreprises des deux pays, démontrant un intérêt particulier et un fort engagement pour lever les obstacles et promouvoir la coopération entre les milieux d'affaires vietnamiens et russes. Phạm Minh Chính a proposé que les deux parties favorisent la diversification des produits, des chaînes d'approvisionnement et des marchés afin que davantage de biens puissent entrer sur les marchés de chacun. En 2024, le commerce bilatéral entre le Vietnam et la Russie a atteint près de 4,6 milliards de dollars, soit une augmentation de plus de 25% par rapport à 2023. Le Premier ministre russe Mikhail Mishustin a terminé avec succès sa visite officielle au Vietnam.
De nombreux scientifiques et experts vietnamiens sont formés et travaillent dans des domaines de pointe à travers le monde. Répondant à l'appel de leur patrie, un grand nombre d'entre eux souhaitent rentrer au pays pour travailler et contribuer au pays, mais ils rencontrent encore des lacunes dans les recherches et l'application de leur innovation-invention. La résolution 57 récemment publiée par le Politburo a fixé de nombreux objectifs et tâches afin d'éliminer les goulots d'étranglement et motiver davantage les contributions des scientifiques vietnamiens d'outre-mer. Nous en saurons plus. Le professeur Nguyễn Quốc Sĩ de l'Académie des sciences de Russie est un éminent expert en technologie plasma. Il est l'auteur de plus de 40 inventions utilisant le plasma froid dans le traitement des plaies, la désinfection des virus et la stérilisation des fruits et légumes. Xi et de nombreux scientifiques vietnamiens d'outre-mer apprécient hautement la résolution 57, la considérant comme une percée pour perfectionner les réglementations sur la science et la technologie. La direction est tout à fait correcte. Il faut rationaliser l'appareil, en particulier l'organisation de la gestion scientifique et technologique au Vietnam, changer son modèle de gestion et de fonctionnement pour que les activités scientifiques et technologiques soient plus proches du marché. Après avoir obtenu son diplôme au Japon, la professeure associée Nguyễn Phi Lê a décidé de retourner au Vietnam pour diriger l'Institut de recherche et d'application en intelligence artificielle de l'École polytechnique de Hanoï. Récemment, son équipe a annoncé les résultats d'une recherche utilisant l'intelligence artificielle dans le diagnostic précoce des maladies cardiaques et du diabète lors d'une conférence internationale aux États-Unis. Cependant, en raison de l'absence d'une base de données de pathologie vietnamienne, l'équipe de recherche a été obligée d'utiliser des données médicales américaines. La résolution 57 identifie les infrastructures et les données comme une priorité, ce qui est essentiel pour le développement des sciences technologies. Je crois que cette résolution va changer de manière significative le développement de la science et de la technologie au Vietnam. Un point principal est consacré à l'établissement du Centre national de données. C'est très important, car les données contribuent à près de 80% au succès des modèles d'apprentissage profond. Un grand nombre de scientifiques et d'intellectuels vietnamiens travaillent actuellement dans de nombreux pays. La résolution 57 exige la mise en place d'un mécanisme spécial pour inciter les intellectuels vietnamiens d'outre-mer à revenir travailler au Vietnam. La mise en œuvre efficace des avancées révolutionnaires de cette résolution aidera à promouvoir la motivation et la créativité des scientifiques et des experts vietnamiens à l'étranger, contribuant grandement au développement du pays. Le Vietnam vise à avoir une économie de données d'une valeur de plus d'1 milliard de dollars dans les 3 prochaines années et à se développer durablement à l'ère numérique. Et pour atteindre cet objectif, la collecte, le stockage, l'exploitation, la construction et le développement des données numériques nationales constituent le contenu clé mentionné dans la résolution 57 du Politburo. Cela contribue à créer une base solide pour le développement du gouvernement numérique, de l'économie numérique et de la société numérique, apportant de nombreux avantages aux particuliers et aux entreprises. Au Vietnam, le système national de données démographiques collecte désormais de nombreux types de données différents. En plus des données de base, date de naissance, ville de résidence ou lieu de résidence permanente, des informations biométriques telles que l'iris, le visage, le groupe sanguin et la voix sont intégralement intégrées à la carte d'identité du citoyen. Les citoyens vietnamiens de moins de 6 ans se voient intégralement délivrer une carte d'identité sur demande, au lieu de celle de 14 ans comme auparavant. Les données sont une ressource nationale. Nous avons besoin d'un plan global pour la propriété, le traitement, le stockage et l'utilisation des données. Depuis le système national de données démographiques, l'exploitation et le partage des données ont apporté de nombreuses commodités aux particuliers et aux entreprises lors de la prestation de services publics en ligne. Désormais, tous les services de déclaration d'informations sont concentrés en un seul endroit. C'est très pratique. La base de données interconnectée permet aux citoyens et aux agences de gagner du temps. De nombreux dossiers ont été numérisés sur le système, ce qui permet de résoudre plus rapidement les procédures administratives.
Chaque jour, une quantité énorme de données numériques est constamment générée dans les transactions en ligne telles que le commerce électronique, la banque et la finance ou les services publics. Pour stocker ces données, le Vietnam doit développer de grands centres de données régionaux. Le traitement des sources de données brutes au service du développement socio-économique du pays constitue l'un des enjeux clés. Pour ce faire, il est nécessaire de promouvoir les nouvelles technologies telles que l'Internet des objets et l'intelligence artificielle. Nous avons créé des données démographiques et délivré des cartes d'identité à puce aux personnes. Ces deux plateformes ont bénéficié à la population. La collecte de données personnelles a contribué à la création d'un centre national de données démographiques apportant de nombreux avantages à la population. Cela constituera une base importante pour la transformation numérique et l'innovation dans les méthodes de gouvernance nationale. Le marché immobilier a clôturé l'année 2024 par une reprise positive. La confiance des investisseurs a été renforcée grâce à une série de politiques de soutien efficaces du gouvernement. La force motrice de la reprise et du développement du marché immobilier réside en la croissance économique ainsi que de l'augmentation de la population urbaine et du besoin de posséder des logements des jeunes ménages. En outre, une série de projets d'investissement clés dans les infrastructures de transport ont été accélérés ces derniers temps, contribuant à stimuler la demande et le marché immobilier. Le Vietnam compte environ 200 000 hectares de noix de coco et se classe au 7e rang sur 93 producteurs de noix de coco dans le monde. Cependant, l'industrie nationale de transformation de noix de coco est confrontée au risque de pénurie de matières premières car la plupart des produits à base de noix de coco fraîches sont exportés crus. Et face à ce problème, de nombreuses solutions ont été proposées par les entreprises et les experts. De 6 lignes en activité en continu, cette entreprise ne compte plus qu'une seule ligne faute de matières premières. Pour protéger l'industrie de transformation, les entreprises proposent de taxer les exportations de matières premières. Actuellement, les principaux pays exportateurs de noix de coco de la région ont interdit l'exportation de noix de coco brutes ou imposé des taxes allant jusqu'à 80%. Je pense que le gouvernement devrait envisager et mettre en place des solutions économiques et politiques afin que nous puissions conserver les ressources indigènes combinées à la haute technologie pour obtenir de meilleurs produits. Le prix des noix de coco brutes a doublé cette année par rapport à l'année dernière. Les agriculteurs sont heureux car le prix a augmenté. Cependant, les entreprises sont confrontées à des difficultés pour créer des zones de matières premières durables, ce qui entraîne une raréfaction de matières premières et une hausse de prix. De nombreux pays ont adopté des politiques de protection de la production. Pour atteindre l'objectif d'exportation d'1 milliard de dollars, le Vietnam doit être autonome en ce qui concerne les matières premières de noix de coco et construire une chaîne de maillons. Pour gérer la qualité de la noix de coco, nous devons renforcer les liens et gérer les intrants du produit. L'ouverture du marché de la noix de coco fraîche en Chine et aux États-Unis a contribué à augmenter les prix. C'est le bon moment pour replanifier les cocoteraies avec des processus de soins techniques en fonction des exigences du marché. Lors de l'expansion des zones de culture de la noix de coco, nous devons guider les agriculteurs dans le choix de bonnes variétés de noix de coco pour l'exportation. Pour atteindre l'objectif d'1 milliard de dollars, l'industrie de la noix de coco doit prendre l'initiative dans les domaines des matières premières et partager harmonieusement les bénéfices entre les agriculteurs et les entreprises. S'il n'y a pas de changement, l'industrie vietnamienne de la noix de coco devra importer des matières premières et cela ira à l'encontre du développement durable. Notre journal continue avec les taux de change et l'indice de la bourse du Vietnam.
Plusieurs localités sont confrontées à des défis dans leurs efforts pour éliminer les logements temporaires et délabrés. Dans plusieurs districts défavorisés, de nombreux ménages hésitent à démanteler leur maison en raison d'un manque de fonds. Pour relever ce défi, certains districts ont mis en œuvre des mesures flexibles pour maintenir l'orientation humanitaire du programme. Dans la province de Hà Giang, par exemple, plusieurs maisons ont été construites pour les ménages pauvres sans nécessiter leur contribution financière ou leur travail. Malgré son accident vasculaire cérébral et le fait que ses enfants vivent loin de chez lui, Kim a pu continuer la construction de sa nouvelle maison grâce au soutien financier de la commune locale. Pour les besoins de main-d'œuvre, la commune a réuni diverses organisations, des proches et des voisins, pour l'aider à construire sa nouvelle maison. Je n'ai pas d'argent à lui donner. Comme je suis son voisin, je donne juste un coup de main. Dans des circonstances aussi difficiles, posséder une nouvelle maison pour célébrer le thé sans avoir à me soucier du froid, je dois remercier le gouvernement. Avec les matériaux de la commune, la famille de Cao a construit une maison de 40 mètres carrés. La commune l'a aidé en nivelant le sol et en creusant les fondations. La maison a été achevée en 1 mois. Il ne restait plus que les portes à installer avant que la famille puisse y emménager. Je suis très heureux et je remercie le gouvernement de m'avoir aidé à construire une nouvelle maison. Pour les ménages défavorisés, le chef du village prend la responsabilité de construire les maisons et les remet ensuite aux familles. Pour aider les ménages pauvres qui ne peuvent pas contribuer en argent ou en main-d'œuvre, la province de Hà Giang a adopté une solution flexible en leur fournissant 60 millions de dong pour les matériaux de construction et un terrain de construction adapté. Les forces armées et les unions de la jeunesse dirigeront les efforts pour assurer une construction de qualité et sûre. Grâce à ces efforts, nous visons à achever l'élimination des maisons temporaires et délabrées d'ici le 30 avril. La province de Hà Giang a développé 20 modèles de maisons adaptées aux conditions locales avec des matériaux d'une valeur de 60 millions de dong chacun. Grâce à cette initiative, près de 2100 ménages pauvres ont reçu de nouveaux logements à temps pour le thé. Lorsque l'on parle de Hà Giang, de nombreux touristes pensent immédiatement à la majesté des montagnes et des forêts et des monuments célèbres. Mais cette terre possède encore une autre attraction. De l'hiver au printemps, Hà Giang revêt la couleur rose des fleurs de cerisier. Et c'est pourquoi, à cette époque, malgré le froid, les touristes affluent toujours sur le plateau rocheux de Dong Van pour admirer la beauté de cette fleur. Tout de suite, une visite guidée. Ces jours-ci, dans le district de Dong Van, les cerisiers fleurissent le long des routes menant au centre de la commune de Ma Lay et de la commune de Lũng Cú. Les fleurs roses vifs se démarquent dans la fraîcheur du début du printemps. La beauté de cette fleur a séduit de nombreux touristes. Les premières fleurs de la nouvelle année marquent un nouveau départ. Alors que le froid assèche le paysage, les fleurs aux couleurs vives apportent de la beauté au plateau de pierre de Dong Van. Les fleurs roses vifs impressionnent les visiteurs. La couleur des fleurs de cerisier au soleil, poussant à côté des anciennes maisons yin et yang, est une image de la beauté typique de Hà Giang. C'est pourquoi de nombreux touristes sont ravis de venir prendre des photos ici. Je trouve cette fleur très belle et l'ambiance printanière ici est très joyeuse et excitante. Je suis très heureuse d'être ici. Les fleurs de cerisier ont rendu le printemps de Hà Giang très spécial. J'espère également avoir plus d'occasion de visiter Hà Giang à différentes périodes de l'année pour explorer davantage cette terre. Pour de nombreuses personnes, les arbres en fleurs sur le plateau rocheux sont devenus un cadre magnifique pour les photos du début du printemps. Cela montre également que le plateau de pierre n'est pas seulement un paysage naturel aride, mais aussi plein de couleurs. À cette époque, il n'y a rien de plus merveilleux pour les touristes de venir à Hà Giang pour admirer la spectaculaire floraison des cerisiers. L'archerie équestre est une discipline profondément enracinée dans l'histoire glorieuse des anciennes dynasties vietnamiennes.
Au-delà d'être un sport qui met à l'épreuve les compétences et la technique, elle représente également un élément puissant de la culture traditionnelle qui célèbre le courage et la résilience du peuple vietnamien. Passionnés par l'histoire et la culture, de nombreux jeunes ont fait revivre cette pratique ancestrale à travers des performances et des séances d'entraînement. Visitons le club d'archerie équestre du Vietnam où de jeunes membres s'efforcent de préserver et de promouvoir cet aspect unique de l'identité culturelle du Vietnam. Pour moi, le tir à l'arc à cheval est un symbole de liberté et de sérénité. Il me permet de m'immerger dans la nature et de créer des liens profonds avec mon compagnon, qui est le cheval. Cette discipline met en valeur le courage et les qualités uniques du peuple vietnamien, qui sont simplicité, sincérité, modestie et une résilience incroyable. Fondé en 2022, le club d'archerie équestre du Vietnam est l'un des rares établissements à Hanoï à proposer des cours de formation à l'art ancien du tir à l'arc à cheval. Contrairement aux cours de tir à l'arc ou d'équitation classique, le club se concentre sur des techniques adaptées à la compétition et à la performance, plutôt qu'aux courses de chevaux. Même les arcs utilisés sont traditionnels, dépourvus d'amélioration ou de mécanismes de soutien modernes. Pour moi, l'aspect le plus impressionnant du tir à l'arc est la compréhension mutuelle entre le cavalier et son cheval. Lorsque vous montez pour la première fois sur un cheval qui n'est pas habitué à l'arc et aux flèches, il est naturel qu'il se sente confus, surpris ou craintif. L'entraînement consiste à instaurer la confiance et la compréhension jusqu'à ce que le cheval vous soutienne dans votre performance sans hésiter. Plus qu'un simple sport physiquement exigeant qui nécessite de l'endurance et la capacité à créer des liens avec les animaux, le tir à l'arc à cheval sert de plateforme aux membres du club pour exprimer leur passion pour la culture traditionnelle, en particulier les valeurs ancrées dans l'histoire du Vietnam. Dès le départ, nous avons voulu faire comprendre que le tir à l'arc à cheval est plus qu'un sport, c'est un pont vers notre culture et notre histoire. Certains jeunes étudient les armures historiques, tandis que d'autres se plongent dans les armes, comme les lances, les épées, les arcs et les lames des dynasties. Notre club contribue à préserver les anciennes techniques de combat et d'équitation. Pour faire connaître l'image traditionnelle du tir à l'arc à cheval au public, en particulier aux jeunes, le club d'archerie équestre du Vietnam participe activement à des défilés et événements culturels. On peut citer le défilé Bách Hoa Bộ Hành de costumes traditionnels vietnamiens dans le cadre du Festival du design créatif de Hanoï 2024, ainsi que des représentations à la citadelle impériale de Thăng Long et l'événement Hào Khí Đông Hà au centre culturel Trúc Lâm Yên Tử. Trébucher ou résister, porteur des costumes traditionnels, porter le drapeau du club d'archerie équestre du Vietnam et monter des chevaux majestueux suscite un sentiment de fierté sans précédent. Les spectateurs sont émus par l'image des guerriers à cheval, vêtus de costumes traditionnels et défilant avec des drapeaux. Les gens pensent souvent que les archers à cheval sont des personnages qu'ils n'ont vus que dans les séries historiques chinoises ou étrangères. L'image d'artistes vietnamiens suscite un élan de fierté nationale. À l'ère du numérique, où les gens sont constamment interpellés par l'électronique et les smartphones, l'archerie équestre offre un moyen de renouer avec la nature et suscite l'envie d'en savoir plus sur l'histoire de notre nation ainsi que ses victoires héroïques contre les envahisseurs. Au-delà de son importance historique, le tir à l'arc à cheval a le potentiel d'évoluer vers un art du spectacle mettant en valeur une partie dynamique de l'identité culturelle du Vietnam sur les scènes mondiales. Le tir à l'arc à cheval est un sport, mais il ne s'agit pas de performance compétitive. C'est un échange culturel. Les compétitions internationales mettent en valeur les costumes, les danses et les chants traditionnels de diverses cultures. Notre rêve est de représenter le Vietnam lors de compétitions mondiales d'archerie équestre dans des pays comme la République de Corée, l'Indonésie, la Malaisie et la Pologne. Gagner n'est pas le but, le simple fait de participer et de faire connaître notre culture au monde nous apporte suffisamment de joie. Nous envisageons de former une équipe nationale,
de rejoindre la Fédération mondiale de tir à l'arc à cheval et de regarder nos jeunes concourir sous le drapeau du Vietnam en tenue traditionnelle. Nous diffuserons l'esprit et l'essence de la culture vietnamienne à nos amis du monde entier. En fin du journal, voyons tout de suite les prévisions météo. Les informations sur la météo a clôturé notre journal. Merci pour votre fidélité. Au revoir et très bonne suite de programmes sur notre chaîne. À très bientôt.